Thomas, il faut que je te fasse écouter un truc de dingue par rapport au match d'hier. Moi, je trouve que c'est un tacle d'attaquant bête. Mais sa volonté, elle n'est pas d'attraper la jambe d'Hakimi. C'est de faire un tacle à la con. Et en fait, moi, je pense que le VAR attend que la blessure d'Hakimi soit vraiment réelle. C'est pas normal. Moi, je pense, oui, mais peut-être. Mais à mon avis, si Hakimi se relève et repart, je pense pas qu'ils mettent le rouge. C'est dingue. C'est dingue ce qu'il dit quand même, non? Bon, moi, c'est pas la première fois que je me prends un petit peu la tête avec Mikou parce que je trouve que ces analyses, elles sont pas forcément objectives. Et quand vous regardez les clubs dont il parle, le PSG, le Real, le Barça, tu peux presque deviner à l'avance quel sera son avis avec son aigreur légendaire. Si hier, quand tu vois ces images, tu ne veux pas mettre un rouge, c'est de la mauvaise foi. Franchement, moi, vous le savez, hein, moi je suis supporter Real, j'ai pas de lien particulier avec le PSG. Mais franchement, le geste de Diaz est absolument honteux et le carton rouge, il n'y a aucun monde hier où le joueur ne doit pas se faire expulser. C'est hallucinant ces déclarations. Et tu dis supporter du Real, moi je suis supporter de l'OM. De mon côté, c'est la même chose. C'est hallucinant. À vitesse réelle, déjà, on peut se poser la question pourquoi l'arbitre l'expulse pas directement. Et quand tu regardes les ralentis, c'est scandaleux. Lorsque tu regardes l'action en direct, t'as pas forcément le choc que tu vois sur le ralenti. Mais justement, il y a les ralentis pour ça aussi. Donc, bon, après, ça n'enlève en rien à la défaite du PSG, à la première mi-temps du PSG. Mais c'était un point sur lequel on voulait commencer, les amis. Bienvenue sur le Vestiaire Football Club. On va débattre évidemment sur cette défaite du PSG. Cette défaite qui, est-ce qu'elle est anecdotique? Ouais, on était pas mal. Moi, j'étais sur le Bayern en tout cas. Mais il y a surtout eu une première mi-temps phénoménale, effrayante du Bayern. Ouais, j'applaudis. C'est monstrueux ce qu'ils sont en train de faire. 16e victoire consécutive. Je pensais que ce serait vraiment le PSG qui mettrait fin à cette série, soit avec un match nul, soit avec une victoire. S'imposer au Parc, c'est jamais facile, même si le Bayern, on l'avait vu lors de nos pronostics, historiquement réussit plutôt bien au Parc. C'était déjà 2 victoires, je crois. Donc, belle performance. Et au-delà du résultat, ce qui t'a impressionné, toi surtout, qui a vu le match, puisque moi j'étais hier sur le Real, c'est le fait qu'ils aient un petit peu asphyxié le PSG, pris à la gorge dès les premières minutes. Là, on voit sur les images, c'est une relance de Pacho. Il y a un mauvais contrôle, mais il y a un mauvais contrôle parce que du côté du Bayern, ils sont super hauts, très très hauts, et ils vont aller très vite justement vers l'avant. Niabri, c'est incroyable, exceptionnel. Là, on est dans la qualité technique Ligue des Champions, le nec plus ultra. Après, je suis pas fan du joueur, moi perso. Moi non plus, mais il a fait un gros match hier. Olysée qui se retrouve face à Chevalier et qui manque pour moi Olysée de caractère ici pour marquer ce but. Et après, regarde à la reprise. T'as Kane, t'as Luis Diaz qui sont juste derrière. T'as 5 Parisiens en plus. T'as autant de Munichois que de Parisiens. En fait, moi, en ayant vu le résumé et non pas le match en entier, ce qui m'a marqué, c'est ce que je t'ai dit en off tout à l'heure, c'est la projection que peut avoir ce Bayern dans le camp du PSG, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur en fait de se faire ouvrir lors des contre-attaques. Il y a une grosse assurance de la part des Bavarois et cette capacité à mettre à mal constamment leurs adversaires. Donc je pensais pas qu'ils arriveraient à le faire contre le PSG, surtout en France. Alors après, évidemment, Marquinhos, je pense que c'est un sujet sur lequel on va revenir plus tard, mais Marquinhos, capitaine Marquinhos, qui revient, qui n'est pas à 100%, comme il l'a déclaré après au micro de Canal, point d'interrogation, pourquoi Luis Enrique le met? Alors je sais que Zabarni était suspendu, mais là, il n'est pas digne de sa carrière au PSG. Il regarde derrière lui, il regarde du mauvais côté. Luis Diaz arrive. C'est ça qui est bizarre. Ah ouais, et puis regarde encore une fois, le positionnement des hommes de Vincent Kompany. Tu as 4 Munichois autour des 3 Parisiens. 7 dans le camp du PSG. Et cette récupération, elle est haute. Et puis après, voilà, il s'ouvre le chemin du but. Donc après, il va fixer et il va marquer. Ce Bayern mène 2-0 à la mi-temps. C'est lié aussi à la sortie prématurée de Dembélé. On y reviendra spécifiquement aussi. Après, un poteau, 2 occasions à 10 contre 11. Et après, Paris va assiéger Munich avec Kangin Lee qui fait une très bonne rentrée. Faut montrer, faut dire aussi que comme Lee a été dans tous les bons coups et les choix ont été payants puisque tu vois là, c'est João Neves qui marque ou pas Mécano qui
je sais pas si c'est lui fautif parce qu'il est sur Gonzalo Ramos ou Leimer qui est juste derrière lui. Upamecano a fait un match mais d'une classe hier. C'est le ou l'un des 3 meilleurs défenseurs au monde à l'heure actuelle pour moi, clairement. Ah ouais, La charnière centrale Upamecano. Ah ouais, c'est violent. Il a fait un match mais d'une précision hier, c'est incroyable. Et dans la vitesse, à un moment. C'est hyper intéressant parce qu'il est en fin de contrat, hein, le Français. Donc il est ciblé par Liverpool, par le Barça, par le Real. Donc c'est peut-être le gros coup du mercato l'année prochaine. Hein. Ah bah en tout cas, je crois que c'est Walid qui le disait dans une des émissions hier soir. Upamecano, si le PSG cherche un défenseur central pour remplacer Marquinhos, il doit jamais quitter Paris. Ça, c'est clair. Il doit être verrouillé pendant une semaine et séquestré pour justement signer son contrat du côté du PSG. Mais il a fait un match. Voilà. Alors là, je remonte le momentum de la rencontre. Il est trompeur, je trouve, côté PSG sur la première mi-temps parce que ce qu'a réalisé le Bayern, je trouve, a été d'une précision diabolique. Et Paris a la possession peut-être à des moments, mais sur la première mi-temps, s'il y a 4-0, c'est pas un scandale. En deuxième mi-temps, moi, ce qui m'a surpris, et tu vas me donner ton avis là-dessus, je suis curieux d'avoir ton avis, c'est que Kompany à 0-2, il joue à 10 contre 11, il sort Niabri et il fait rentrer un défenseur pour rééquilibrer évidemment sa défense après la sortie de Luis Diaz, peut-être pour tenir. Mais là où j'ai critiqué De Zerbi avec l'OM contre le Sporting à sortir justement 2 joueurs à vocation offensive en menant 1-0 à l'extérieur, là j'ai été surpris de voir Kompany refuser le jeu en deuxième mi-temps. Peut-être qu'il savait que son équipe n'allait pas tenir physiquement et que fallait sécuriser. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour le coup, il a réussi son pari puisque à la fin le Bayern s'impose. Mais c'est pas parce que tu joues plus défensif que tu vas automatiquement perdre la rencontre. Il y a des équipes qui arrivent à tenir. Peut-être qu'il avait calculé aussi que, à l'instar du Real contre des blocs bas, ce PSG contre des blocs bas a aussi du mal. Et ça, on l'a vu la saison dernière déjà, hein, en phase de poule, que ce PSG. Ça passe à ça. Hein. Il y a Johan Neves qui a une tête au ras du poteau. T'as Kangili qui frappe au ras du poteau. T'as Warren Zaïre-Emery qui frappe. C'est un superbe arrêt, une superbe sortie de Neuer. Il est homme du match, Paris a ça. Possible, ouais, possible, ouais, probablement. Ouais, à vérifier, ouais. J'ai pas checké, mais c'est passé à ça, et c'est pour ça que la lecture globale de la rencontre, elle est bizarre parce que ce Bayern a été tellement supérieur en première mi-temps que la victoire est méritée en fait, voilà. Mais Paris, il y a de la ressource. Et quand je te dis que Paris a un groupe, quand j'arrête pas de dire que Paris n'a pas d'équipe B, C, D ou F ou E, là, Paris a un groupe. Et on ne sera pas d'accord sur le sujet parce que moi, tu vois, un Barcola hier que je trouve vraiment trop vert. Tu me mets un Gvara ou un Doué ou un Dembélé, pour moi, ça peut finir au fond. Tu vois. Donc, pour moi, il y a quand même des éléments dans des moments très importants d'une rencontre, qui plus est contre des grandes écuries, qui vont faire la différence. Après, voilà, chacun aura son avis sur le sujet. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que là, je vais ouvrir le dossier Kompany et Bayern Munich. C'est que l'année dernière, Kompany prend la succession, donc c'était de Tuchel. Oui. Il regagne le titre en Bundesliga après l'échec la saison précédente face au Bayer Leverkusen. Et cette année, après on va dire une saison où il a appris ses repères, il est en mode rouleau compresseur. Sauf que quand le Bayern va chercher Kompany, il est en train de se faire reléguer de Première Ligue. Donc ils ont quand même eu la vision sur l'entraîneur parce que quand tu es le Bayern Munich, aller chercher un entraîneur qui est 18e dans une autre écurie, je trouve que c'est un pari qui est quand même risqué. C'était risqué et nous on l'avait dit. On avait dit que c'était très risqué. On avait même vu et moi je suis aujourd'hui ébahi par ces travaux parce que j'avais annoncé en prédiction 24-25 en août 24-25 qu'il passait pas l'hiver. Donc là Et cette année, tu as dit l'inverse. Cette année, j'ai dit outsider numéro 1 derrière le PSG et le Barça pour remporter la Ligue des Champions. Comme quoi, voilà, j'ai été à l'opposé. Mais c'est formidable, les travaux qu'il est en train de réaliser, oui. 16 matchs, 16 victoires, donc c'est du jamais vu dans le top 5 européen là, depuis la nuit des temps. 59 buts marqués. C'est monstrueux. Alors après, attention avec le Bayern. Évidemment, il faut s'enflammer parce que c'est historique.
Mais souvenez-vous, l'année dernière, on avait exactement le même discours avec Liverpool et 3 mois plus tard, ils étaient sortis de la Ligue des Champions. Donc là, ils sont bien partis, je pense, pour terminer 1 ou 2. Et encore, ils vont rencontrer Arsenal en Angleterre. Et pour moi, Arsenal, c'est une équipe qui est très, 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 très forte. Bande touche exceptionnelle, défense de fer. Ouais. Donc, ça sera peut-être Arsenal qui mettra fin à cette série totalement folle. Mais oui, là, aujourd'hui, le Bayern Munich, on ne peut qu'applaudir pour les travaux et être impressionné. Moi, j'ai envie de revenir sur la gestion de Dembélé. Alors, évidemment, mes mots vont être pris, vont être pris comme doivent être pris, parce que certains vont se dire je suis supporter de l'OM, donc je vais dire ça, mais soyons objectifs. Quant à le PSG qui critique l'équipe de France sur la gestion d'Ousmane Dembélé après qu'il ait été touché à une cuisse et qu'il joue 45 minutes avec les Bleus et qu'il sorte au début de match. Quand tu sais que Ousmane Dembélé, lors de la rencontre face à Nice, il est rentré, il a joué 20 minutes, on a vu les images à la fin, il dit j'ai mal, ça tire sur l'ischio, j'ai très mal. Il le dit à Hakimi. Tu le mets titulaire. C'est quoi en gros? Tu dis faites pas ça, mais je fais ce qu'il faut pas faire. En gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, t'as compris. Je reformule. je pige pas. Et en fait, pour vraiment aller au fond du fond et au bout du bout, pour dire les bonnes expressions. Ouais, c'est décidément. Je suis en forme là. Le PSG, on peut se dire, ouais, ça m'arrange qu'il soit blessé avec le PSG, mais moi je pense pas qu'au PSG, je pense à l'équipe de France. Et ça me saoule de voir Ousmane Dembélé encore blessé par rapport au bleu. Tu vois, c'est quand même chiant. C'est quand même que ce mec-là, historiquement dans sa carrière, a été quand même un joueur fragile. Tu vois, c'est pas comme c'était un joueur qui était résistant et tout ça. Donc il a fait cette année exceptionnelle l'an passé. Maintenant, il faudrait pas qu'il ait cette espèce d'état intermédiaire toute la saison, parce que il y a la Coupe du Monde en ligne de mire, il y a aussi le back-to-back qui est visé par le PSG, et ça c'est plutôt assumé, j'ai l'impression, par les supporters, par les joueurs et par l'entraîneur. Ouais, c'est bien. Je trouve que c'est bien du côté du PSG de l'assumer, parce qu'ils ont les capacités pour le faire. Et ce qui est surprenant hier, c'est que c'est pas un match qui est décisif, c'est pas un PSG qui est au bord de sortir du top 8 parce qu'ils étaient déjà à 3 victoires. Donc, c'est le moment de titulariser comme ça Dembélé. Il y a un peu de précipitation, peut-être, dans les choix de Luis Enrique. Après, dans la gestion de la saison, il y a évidemment la blessure d'Hakimi qui va peser. La gestion de la saison. Très gros coup dur pour le PSG, parce qu'il n'y a pas vraiment de remplaçant de ce niveau-là. Ah non, c'est clair. Et quand tu vois comment Zabarni est en train de s'acclimater au PSG, on ne présage pas de la suite, parce que c'est un défenseur sur du futur pour le PSG. Donc c'est un pari sur l'avenir qu'ils ont réalisé. Marquinhos qui est en difficulté, Lucas Hernandez qui joue très très peu et qui n'est pas à l'assurance tout risque, Nuno Mendes qui est formidable, mais hier il s'est retrouvé esselé, Hakimi blessé. Et pas chez Lyon. Il est blessé, il est quoi lui? Non, Pacho ça va, Pacho il est fort, Pacho il est très très fort. Pacho il s'est raté peut-être sur la première passe en début de rencontre, mais quel joueur ne fait pas d'erreur? Mais c'est très haut, c'est top 5 pour moi. Pacho, il n'est même pas dans le FIFA 11 Pro là. Ouais, enfin ça. Le FIFA 11 Pro, il y a Hakimi et Nuno Mendes dans une défense à 3. Donc bon. c'est toujours très bizarre leur choix. C'est à se demander si les mecs ils connaissent le foot quand même. C'est bizarre. En fait, ils veulent empiler des noms. On n'est pas. C'est exactement ça. Mais là, tu vois, voilà, la gestion d'Hakimi, donc terrible pour Hakimi, terrible pour le PSG, terrible peut-être pour le Maroc qui va disputer la CAN, qu'on va analyser sur la chaîne. Donc, si vous êtes fervent supporter du Maroc ou d'une autre sélection africaine, abonnez-vous parce qu'on va suivre évidemment cette Coupe d'Afrique. Mais là, on parle de 3 à 5 semaines. Moi, quand tu m'as dit ça ce matin, je me suis dit, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand j'ai appris la blessure d'Hakimi hier, ça parlait déjà du mondial, ça parlait peut-être d'une très grave blessure pour la fin de saison. 3-5 semaines, oui, c'est chiant, mais c'est peut-être un moindre mal par rapport à ce qui s'était dit hier. Alors oui, il n'arrivera pas à 100% quoi qu'il arrive maintenant à la CAN. Si c'est 5 semaines, c'est fichu. 3 semaines, ça irait. 3 semaines, tu as le temps de revenir. 3 semaines, ça va. Il revient, il se réathlétise, il est prêt pour le 21. C'est le 21 décembre, le début de la Coupe d'Afrique. C'est chez lui, en plus, tu vois. Il était en pleurs hier. C'est pas des images qu'on a envie de voir, et surtout, c'est pas des mots qu'on a envie d'entendre de Mikou. Encore une fois, je trouve ça affligeant
Mais tu sais, c'est que j'ai l'impression en fait sur les plateaux de télé aujourd'hui, c'est plus tu vas faire le buzz, plus tu vas être repris et on en parle. Et nous, on tombe dans le panneau. Mais après, voilà, c'est pas qu'on tombe dans le panneau, c'est qu'on a envie d'analyser aussi ces mots-là et on veut aussi se désolidariser de ce type de propos parce qu'on sait pas ce qu'on. Même moi, Mikou, j'adorais le joueur. Hein. Il passait par les Girondins. Je trouve que c'était un joueur formidable. Il a parfois des bonnes analyses. Ce que j'aime pas, c'est ce qu'il dégage. Il a toujours cette aigreur, je trouve, qu'il dégage. Et c'est que parfois, quand tu vois comment il analyse, déjà, il déteste le Real. Ça, c'est donc pour ça me gonfle un peu. Et là, hier, tu sens qu'il n'est pas objectif, qu'il a quelque chose un petit peu contre le PSG. Tu peux pas avoir cette analyse-là sur le tacle de Luis Diaz. Même si, peut-être qu'il a raison dans le sens, c'est un tacle d'attaquant. Mais peu importe, le danger est là et la blessure est là, donc il y a pas de question qui se pose. Justement, l'équipe qui pose la question, un Calvaire qui pose question concernant Marquinhos. On a senti un Marquis qui est cette saison, il a eu son apogée la saison dernière avec la gestion intelligente de Luis Enrique aussi, qui l'a protégé, qui l'a mis de côté, qui l'a gardé au frais pour les très grands matchs. Là, cette saison, c'est plus difficile. On est encore une fois en début de saison, voilà. Ça présage rien. 31. Ah, il est jeune encore. Hein. Ouais. Après, voilà, bien sûr. C'est jeune, mais voilà, c'est la gestion globale de sa carrière aussi au PSG. Tu vois, il a souvent été titulaire, souvent été à 100%. Il a eu très peu de blessures dans toute sa carrière. Là, la fin, elle est plus la fin. Les derniers mois sont plus délicats. Moi, je pose la question. Recruté pour être la transition à moyen terme. Hein. Enfin, c'est comme ça que j'avais analysé les choses. Hein. Ah, il y a Zabarni, et je pense que Zabarni, il sera comme c'est un Beraldo meilleur, mais ça remplace pas Marquinhos. C'est-à-dire que si Paris veut remplacer Marquinhos et être dans le game pour les 5 prochaines années, je pense qu'ils doivent aller chercher Upamecano. Il y a Konaté aussi qui sera libre. Hein. Donc, c'est un gros marché des centraux. Saliba a prolongé. Il y a Marc Guéhi de Crystal Palace qui est très fort aussi. Je connais le sujet parce que le Real veut absolument recruter un central libre. Donc, j'avais fait la liste de tous les joueurs comme ça. Et ouais, donc il y a un gros marché. On peut avoir un jeu de chaise musicale. On peut avoir un Konaté qui va au Bayern, un Upamecano qui va à Liverpool. Tu sais, tu peux avoir de délire. Hein. Intéressant, ouais. Donc, bon, en tout cas, moi, la question que je voulais te poser, c'est à l'heure actuelle, donc on voit le Bayern s'échapper. On en parlera demain dans le récap. Voilà. Il n'est pas définitif puisqu'il y a encore la journée de ce soir. Mais est-ce que c'est inquiétant pour Paris? Parce que Paris a perdu 2 matchs cette saison contre le Bayern Munich et contre l'OM. Donc ça fait plaisir évidemment. Mais Paris... Non, je suis pas inquiétant. C'est pas inquiétant parce que c'est un club qui a encore les séquelles de la saison dernière du mondial des clubs. Il y a beaucoup de joueurs blessés. Il faut qu'ils digèrent aussi leur saison formidable. C'est un club qui va monter en puissance et qui, je pense, sera là pour les mois décisifs, donc c'est-à-dire février, mars, etc. Et puis là, pour l'instant, le PSG est toujours dans le top 8. Hein. Donc, pour l'instant, l'objectif est atteint. Hein. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est cette faculté après à jouer de l'avant. Et c'était peut-être, ça ressemblait beaucoup à un match de Ligue 1, c'est clair, en deuxième mi-temps. Mais Paris a les attributs réels pour faire mal beaucoup d'équipes. Alors après, dans l'autre sens, on peut se dire aussi, ce Bayern est impressionnant parce qu'il a tenu face à ce PSG. Et c'est fort. Les deux équipes sont fortes et moi j'étais content de voir la rencontre. C'était une belle rencontre de football. Maintenant, on va se projeter sur. Attends, laisse-moi le classement parce que je voulais juste te dire un truc. Quand je vois les 3 premiers, aujourd'hui, je suis plutôt d'accord avec la hiérarchie. Ouais. Je suis même très d'accord avec cette hiérarchie. Pour moi, les 3 meilleurs clubs, c'est Bayern, Arsenal, PSG. Et aujourd'hui, là, au mois de novembre, je trouve que c'est d'ailleurs le classement dans cet ordre-là. Alors ce soir, après ce soir, il y aura l'Inter qui va jouer et le Borussia Dortmund. Oui, bien sûr. Mais là, quand je vois le classement comme ça, pour moi, c'est les 3 meilleures équipes d'Europe en ce moment et dans cet ordre-là. L'Inter, mine de rien, qui fait son petit bonhomme de chemin. Ouais, alors en Italie, ils sont pas aussi souverains qu'en Ligue des Champions, mais c'est Christian Kivu, je crois qu'on dit. Ouais, c'est Kivu, ouais, c'est ça, ouais. 0 but encaissé, hein, comme Arsenal. Comme l'année dernière, l'Inter. Hein. Ouais, l'Inter, c'est quoi? C'est 2 finales de Ligue des Champions sur les 3 dernières années, donc c'est un club qui a pas bougé encore cet été trop, si ce n'est l'entraîneur, mais il n'y a pas eu une révolution dans le vestiaire, donc. Ils ont fait un recrutement Ligue 1. Il n'est pas apprécié en Italie en tout cas, avec notamment Andy Diouf de Lens et Luis Enrique de l'OM. Ils ont quand même dépensé 50 millions pour les 2 joueurs. Et Andy Diouf, il pourrait quitter dès cet hiver l'Inter et Luis Enrique.
les premiers échos sont pas bons. Après, il faut qu'ils s'adaptent, mais ouais, c'est surprenant comme recrutement. Et comment il s'appelle le directeur sportif? Marola? Non, c'est Marotta. Marotta, voilà. C'est d'habitude il a le nez creux pour aller chercher des joueurs qui peuvent directement s'intégrer. Donc on va pas tirer toutes les conclusions, mais on verra à la fin de la saison où sera cet Inter en en Serie A, pardon, et en Ligue des Champions. Bon, nous on se retrouve demain, Thomas, pour le récap. Eh bien, je te souhaite une bonne journée. On parlera du Real, du Barça, de l'OM également, du Bayern, on en a parlé, mais surtout d'Arsenal. Et c'est parti. Maintenant, on va se projeter sur OM Atalanta de mon côté. Ça devrait le faire. J'ai vu que le club était en crise là. C'est quoi? C'est 6 matchs sans victoire, l'Atalanta? 6 matchs sans victoire. Ouais. Après, nous, on a quand même toujours beaucoup de blessés. Mais je m'attends. Là, il est 10h03. J'ai pas vu si le groupe était sorti, mais je m'attends à une bonne surprise dans le groupe. En tout cas, j'espère une bonne surprise et voir Naïef Aguerd dans le groupe de l'OM parce qu'il était annoncé forfait. Donc ce soir sur CM Football, demain sur le vestiaire. Vous avez l'habitude, les amis. Vous avez les liens en description. On vous dit à demain, les amis. Ciao. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.